Chapitre 3. Le poids familial. Nous venons d'analyser des comportements et des schémas mentaux que les femmes vivant mal leur solitude mettent en œuvre pour pérenniser leur douloureuse situation. Nous tenterons dans les pages qui vont suivre d'en décrypter certaines causes les plus fréquentes dues à leur environnement familial. Non pas qu'il faille imputer la totale responsabilité à la famille, aux parents en particulier, car nous sommes la résultante de notre patrimoine génétique, notre environnement familial, notre environnement socio-culturel et nos réactions spécifiques et individuelles à l'ensemble de ces facteurs. Mais nous savons que notre personnalité se construit dès les premiers moments de la vie, dans le milieu qui nous voit grandir. C'est pourquoi ce que nous vivons dans notre prime enfance et dans notre jeunesse est tellement fondamental et se reflètera dans notre vie amoureuse. Enfance et vie amoureuse. La vie amoureuse de chaque être humain est conditionnée par son enfance, dès la naissance, car les toutes premières interactions d'une maman avec son bébé vont contribuer à mettre en place une trame affective qui aura des répercussions à très long terme, qui va donner la couleur affective de toute sa vie relationnelle et surtout amoureuse. Le premier amour. La relation du bébé avec sa mère est la première histoire d'amour qu'il va connaître. Amour plus ou moins heureux qui toujours restera gravé au fond de lui. Puis le tout petit aura absolument besoin de l'aide de sa mère pour se percevoir en tant qu'individu séparé, pour savoir de façon claire qu'il ne fait pas un avec cette mère avec qui il a vécu de si longs mois en totale fusion. C'est ce que Winnicott appelait la maladie infantile de la mère, période d'environ 2 ans au cours de laquelle la mère et l'enfant sont en osmose, vivant dans une sorte de confusion identitaire. C'est pourquoi elle seule peut l'amener à cette séparation, si elle le veut bien, quand cette étape de la vie de son enfant est terminée, aidée par le père quand il joue bien son rôle d'agent séparateur. Il est extrêmement difficile pour la mère comme pour l'enfant de relâcher puis de dénouer ces liens très puissants. Chacun a beaucoup à y perdre. Le bébé doit progressivement abandonner son sentiment de toute puissance sur sa mère qui lui est toute dévouée et réciproquement. Il s'agit bien d'une histoire de pouvoir. J'ai tout pouvoir sur toi comme tu as tout pouvoir sur moi, et donc d'aliénation et de dépendance mutuelle. Voilà comment se passe la première relation d'amour d'un être humain. Premier amour qui sert de modèle à tous les amours ultérieurs, puisque celui auquel on s'adonne en conscience, en tant qu'adulte, ne peut que chercher à retrouver la toute première union, jamais tout à fait désinvestie et toujours quittée à regret. C'est bien pourquoi les grandes lignes du schéma de la vie amoureuse sont déjà inscrites dans le tout premier amour. Le premier reproduit ce qui s'est passé au début de la vie et l'histoire se répète indéfiniment, sans que quiconque en prenne conscience. Exception faite des personnes qui prennent la peine de se pencher sur la question. Quand une rencontre a lieu, tout se passe comme si la petite enfance se réactualisait dans le présent. Les besoins, les désirs remontent avec toute leur force et leur exigence, ce qui explique une grande part de bouleversement émotionnel qui accompagne ce moment si intense. Tu vivras mes désirs. Pendant la période de gestation, le père et la mère entament un processus ininterrompu de projection sur le bébé à naître. Ils passent beaucoup de temps à l'imaginer et procèdent avec un peu d'avance à ce que font d'ordinaire les fées au-dessus du berceau. Ils multiplient les prévisions quant à son avenir. Prévisions qui contiennent l'ensemble des désirs conscients et inconscients qui les concernent eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'ils auraient voulu être ou vivre, ce qu'ils auraient aimé faire, ce qu'ils souhaiteraient que leur enfant vive et fasse pour eux à leur place. Ils construisent une image qui se réfère à un idéal qui leur est propre et qu'ils projettent sur leur petit. Les parents ont, dès l'aube de la vie de leur bébé, à composer, à négocier avec les insatisfactions, les manques des bébés qu'ils ont été, et avec les insatisfactions et les manques qu'ils ressentent en tant qu'adultes. Rappelons que les processus mentaux des tout-petits s'installent dans la reproduction de ceux de leurs parents, conscients et inconscients. C'est un fait qui n'est pas évident pour les parents. Pourtant, l'enfant que l'on porte en soi, qui vit toujours en chacun de nous, est à l'œuvre dans le style et les modalités par lesquelles on tombe amoureux. Car c'est dans le plus jeune âge que l'on apprend la communication sensorielle, physique et mentale, celle qui préside aux relations amoureuses sexuelles et qui restera la même toute la vie. Le nourrisson puis le petit enfant consacrent une bonne partie de son temps éveillé à observer ses parents, comment ils se parlent et comment ils vivent, leurs habitudes. C'est ainsi qu'il découvre son milieu familial, relais du milieu socio-culturel, car tous les parents ne vivent pas et ne parlent pas de la même façon et adoptent les schémas mentaux de son environnement. Tu seras un homme, ma fille. Les projections parentales s'appliquent aussi au sexe de l'enfant.
De forts désirs accompagnent toute la grossesse, parfois tenus secrets ou clairement exprimés. C'est ainsi que dès ses premiers mois de vie intra-utérine, l'enfant est investi par les parents dans une identité propre qui inclut son sexe. Quand l'enfant paraît, il peut être accueilli avec plus ou moins de bonheur selon qu'il est un garçon ou une fille. Les échographies qui aujourd'hui dévoilent très tôt le sexe du bébé donnent le temps de s'y habituer. Mais il existe bien des parents qui sont forcément déçus, surtout lorsqu'on a une fille et qu'il voulait un garçon, comme la mère d'Alexia qui n'a pas voulu l'avoir pendant les 3 premiers jours de sa vie parce qu'elle n'était qu'une fille. Cette attitude est plus fréquente chez les pères. Mon père ne m'a jamais acceptée en tant que fille, j'ai donc été le garçon manqué obligatoire. Adolescente, mon père me traitait de peu quand je mettais une jupe. Je n'ai jamais entendu un seul compliment sur mon physique, ni de ma mère, ni de mon père. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je ne sais pas très bien ce qu'est une femme. J'ai évacué les repères de mes parents, mais je ne sais pas quoi mettre à la place. Pauline. Le cadeau de bienvenue laisse non seulement un goût amer, mais peut entraver gravement le développement de la féminité de ces petites filles. Tu m'appartiens. Ce n'est pas seulement dans son identité sexuelle que la petite fille peut être touchée. Le rapport des parents, et en particulier de la mère, au corps de l'enfant est fondamental pour son devenir amoureux. Un bébé et un petit enfant adorent jouer avec leur corps, le découvrir pour se l'approprier, n'en déplaise à papa et maman. Le corps d'un enfant, quel que soit son âge, n'appartient qu'à lui-même. Même s'il nécessite pendant quelques années des soins qu'il ne peut se donner seul, ce manque d'autonomie ne doit pas avoir pour conséquence la prise de possession par les personnes qui s'en occupent, le plus souvent la mère. Car il faut qu'on lui permette de s'approprier son corps, ce qui est loin d'être toujours le cas. Pouvoir se vivre physiquement et psychiquement comme un être séparé est l'un des plus beaux cadeaux que les parents puissent faire à leur enfant. Sinon, ce dernier risque de se croire la propriété de ses parents, son corps tout d'abord, mais pas seulement. Et point n'est besoin de décrire les répercussions de cette possessivité sur l'avenir psycho-affectif de cet enfant. Il risque bien d'éprouver les plus grandes difficultés à devenir un adulte autonome. Le modèle du couple parental. Si, pour les raisons que nous venons de décrire, l'enfance est fondamentale pour la vie amoureuse, l'exemple donné par le couple parental au cours de cette longue période a une grande influence. C'est pendant l'enfance et l'adolescence que vont s'installer les croyances, grâce aux déductions faites à partir d'observations sur l'amour, sur le couple. De façon totalement inconsciente, la vie psychique des parents conditionne la construction et l'organisation de celle des enfants. L'hérédité mentale n'a pas d'autre origine que la psyché de nos parents. Il existe une infinité de modèles de couple, des plus positifs aux plus désastreux, mais il n'est pas question ici d'évoquer les graves dysfonctionnements familiaux. La caricature du couple la plus habituelle est la suivante. Une femme enfant, parfois presque une petite fille, ou une femme victime mariée à un homme sévère, autoritaire, figure traditionnelle du patriarche. Ce modèle est plus fréquent qu'on ne le croit, où le mari, qui frôle parfois la psychorigidité, interdit à sa femme et à ses filles toute velléité d'autonomie, de pensée libre et d'expression de leurs besoins et de leurs désirs. Le modèle de couple de mes parents est un modèle dont je ne voulais surtout pas reproduire et qui m'a conduite à avoir une certaine rancœur vis-à-vis des hommes en général. C'est un modèle où l'homme est le chef de famille à la sicilienne, avec un caractère de chien et des colères magistrales, et où la femme est soumise, dépendante, fait en sorte de ne pas faire de vagues. J'étais en colère contre les hommes dominateurs, tout en les craignant, et en colère contre les femmes qui ne se battent pas, tout en les plaignant. Ariel. Mathilde parle des interdits qui ont été posés par le couple de ses parents, celui d'être aimable et celui de réussir à fonder une famille heureuse, tout simplement. Il existe des variantes à ce modèle dit classique, comme celle décrite par Emma. Ma mère était la mama. Elle faisait la cuisine, prenait les grandes décisions, faisait tourner la maison. Elle était aussi la mère poule chienne avec papa. Ces exemples de couple ont conduit un grand nombre de femmes à proclamer violemment cette profession de foi. Jamais je ne voudrais vivre ce qu'a vécu ma mère. Plutôt rester seule toute ma vie que de vivre un couple comme celui de mes parents. Je voudrais me libérer des rôles féminins traditionnels et vivre bien avec un homme. Refus tout aussi péremptoire quand les rôles sont inversés. Un père totalement écrasé par sa femme mégère et misandre qui hait les hommes. Mon père était totalement soumis, inféodé à ma mère. Il ne faisait pas de vagues, il était trop gentil. Fabienne. Dans les deux cas, il s'agit d'anti-modèles du couple épanouissant. Tout comme l'association père baissant les bras et mère victime ou dépressive, ou père dépressif victime et mère guerrière qui n'a de cesse d'humilier son mari, en incluant tous les hommes dans ses critiques.
Le couple d'ennemis trop fréquent sert aussi de repoussoir aux jeunes femmes qui ont passé leur jeunesse à subir les querelles, les conflits de leurs parents. Les couples d'amants pas parents se rencontrent également. Dans ce cas, les enfants souvent considérés comme gênants sont un peu trop délaissés. Ils se sentent orphelins. Je connais une famille dont les enfants ont été pour les vacances placés dans un orphelinat et apprennent très vite à ne compter que sur eux-mêmes, à démystifier la fonction parentale, ce qui peut les amener plus tard à craindre de devenir parents à leur tour ou à surprotéger leurs enfants pour compenser leur propre manque. Voilà décrire rapidement quelques modèles de couples peu attrayants et l'on comprend bien le rejet qu'ils provoquent. Les jeunes filles ont très vite décelé certaines failles dans le système parental et elles n'ont qu'une peur, reproduire malgré elles ces couples qui représentent la pire chose à leurs yeux. Elles n'en comprennent pas les causes et se demandent sur quoi ces unions ont pu se fonder, et surtout comment elles peuvent durer. Pourtant, c'est au plus profond de ces creusets, pas toujours agréables à vivre, qu'elles se sont forgées leur idée sur le rôle respectif de la femme et de l'homme, sur l'amour, sur la relation amoureuse et sur la vie de couple. En les écoutant, je me suis aperçue que très peu d'entre elles peuvent décrire un modèle de couple parental, ne serait-ce qu'acceptable. Celles qui sont en mesure de le faire sont des exceptions. Ceci explique en partie cela. Il se peut aussi que le couple parental ait été tellement idéalisé, parfait, qu'il semble impossible à certaines femmes de vivre à leur tour un couple de rêve. Comme le dit Dorothée, « Je rêve de vivre la même chose que mes parents ». Elle n'a pas encore pu imaginer sa propre conception du couple. Voyons maintenant ce qui se passe entre une mère et sa fille, qui peut permettre de comprendre la douloureuse solitude des femmes. La relation mère-fille. Contrairement à la rumeur qui ne cesse de semer le malheur, selon laquelle les relations mère-fille ne sont que compliquées, amour parfait, dévouement et bonheur, la réalité est tout autre et rien n'est plus difficile à vivre pour la fille que cette relation. Car si traditionnellement la mère a entre autres fonctions celle de comprendre sa fille, de la soutenir, de l'aider à devenir une femme épanouie, elle peut également installer, de façon masquée et très indirecte, une relation remplie de violence psychologique. Je suis bien consciente que ces mots ne sont pas faciles à lire, que l'on soit mère ou fille, mais il m'est impossible de faire l'impasse sur les grandes difficultés psychiques que les femmes connaissent avec leur mère. Et le véritable problème ne consiste pas à lire ce qui va suivre, mais à vivre ce qu'il décrit, et que connaissent un grand nombre de jeunes filles et de jeunes femmes. Marie-toi, mais ne te marie pas. Combien, en effet, se plaignent d'avoir quasiment toute leur vie entendu ce message contradictoire et totalement insoluble, venant de leur mère. Marie-toi, mais reste proche moi. Marie-toi, mais reste indépendante. Fais comme moi, mais ne vis pas comme moi. Ne te marie pas, mais j'aimerais bien être grand-mère un jour. Que faire ? Obéir à une partie du message signifie désobéir à l'autre. C'est ce que l'on appelle une double contrainte, de laquelle il est si difficile de sortir. Marie-Christine commence seulement à 35 ans à sortir de l'impasse dans laquelle sa mère l'avait mise à l'adolescence, avec cette injonction paradoxale. Tu fais ce que tu veux, mais tu sais ce que j'en pense. Il peut aussi s'agir de messages et autres formules inspirées par la dépression et ou la misandrie de certaines femmes désabusées, trop déçues par leur propre mariage. Marie-toi, mais tu sais bien comment sont les hommes. Tous les hommes sont nuls, mais il faut bien se marier. Il faut absolument que tu trouves l'homme de ta vie, mais tu sais, les hommes, ils ne sont pas faciles à vivre. C'est même très difficile d'arriver à être heureuse quand on est marié. Reste-moi fidèle. La peur de la trahison entrave inconsciemment beaucoup de femmes qui, pour rien au monde, ne voudraient se montrer déloyales vis-à-vis de leur mère. Par déloyale, il faut entendre plusieurs comportements. Être plus heureuse, quitter un lien de chair et de sang, partir pour d'autres amours, couper un lien séculaire de transmission obligatoire d'une certaine idée de ce que doit être le féminin, et en particulier la maternité. Sortir délibérément, comme ont tenté de le faire des milliers de femmes dans les années 70, d'une ancestrale tradition d'infériorité de la femme. Comment faire souffrir délibérément la femme qui vous a tant aimé, plus qu'elle-même, qui vous a porté, nourri, soigné, choyé, qui s'est dévouée nuit et jour et qui finalement n'attend qu'une chose, la fidélité. C'est ainsi que s'est instauré une sorte de contrat implicite mère-fille qui exige en retour de tant d'amour donné une loyauté pleine et entière de la part de la fille éternellement reconnaissante. C'est ainsi que nous pouvons parler du couple mère-fille. La mère de Johanna n'a pas supporté qu'elle vive avec un homme. Elle lui a reproché de l'avoir abandonnée. Et je ne compte pas toutes les femmes enchaînées consciemment et inconsciemment à leur mère par crainte de la trahir ou de la quitter. Je me suis sacrifiée pour ma mère, dit Karine. J'étais là pour la surveiller et veiller sur elle. Je vis encore en fonction d'elle et je me suis mariée, mais elle ne le sait pas.
Quelle plus grande violence que cette exigence maternelle cachée, tapie sous des aspects tellement aimants. Comment s'extirper de ces chaînes qui rendent impossible toute tentative de bonheur en dehors de cet amour tentaculaire, amour trop souvent jaloux et possessif. Aucun homme ne pourra t'aimer comme moi et autant que moi, Emmanuel. En douceur, lentement, subtilement, la mère tisse une toile où elle tient prisonnière une fille démunie, peureuse, culpabilisée à la seule idée de s'en détacher. Car cette douceur est bien pire que des interdits clairement formulés face auxquels, au moins, la femme pourrait se rebeller, se révolter contre cette mère qui l'empêche de respirer sous d'autres cieux. Les messages négatifs. Beaucoup de femmes se plaignent des critiques formulées à leur égard par leur mère, critiques qui peuvent être de nature différente. Une femme me disait en parlant de sa fille de 20 ans, « J'ai dit dernièrement à ma fille qu'elle n'était pas belle, mais que ce n'était pas grave. Elle réussit brillamment ses études et elle fera une belle carrière. » Le regard de Caroline s'attriste quand elle pense à ce que sa mère lui serinait. « Bon, tu n'es pas jolie, ça t'évitera bien des difficultés, crois-moi, tu as de la chance. » Une jolie jeune femme raconte que, pendant toute son adolescence, elle n'a entendu qu'un seul commentaire de sa mère. « Toi, jolie comme tu es, tu pourrais faire tourner toutes les têtes. Tu pourrais avoir tous les hommes à tes pieds. Mais tu n'es pas très intelligente, alors il te faudra un homme plus âgé que toi. » Tandis que Catherine se souvient de la peur que sa mère a distillée en elle en lui disant « Tu sais, les filles jolies n'intéressent pas les hommes bien. Avec toi, ils ne voudront qu'une chose. Tu sais à quoi je pense. » Et Catherine a passé ses années d'adolescence et de jeune femme à tenter de s'enlaidir pour qu'on découvre ce qu'il y avait à l'intérieur. Aude se souvient de certaines phrases de sa mère qui n'a cessé de la rabaisser. « Tu es nulle, tu n'es qu'une sainte nitouche, tu n'es qu'une bonne à rien. » Elle passait des heures à pleurer, seule, à intégrer l'idée qu'elle ne valait rien, jusqu'à devenir complètement mutique, enfermée dans le silence, pendant toute son adolescence. Hélène avait une mère hyper critique. Elle lui disait « Tout ce que tu fais est mal ». Elle l'humiliait devant ses amis et en famille, et elle ne savait pas quoi inventer pour la punir. Quand je ne voulais pas manger ou que j'avais du mal à m'exprimer, elle m'envoyait à la cave. Marie, une toute jeune femme de 24 ans, passe sa vie à satisfaire ses parents, et particulièrement son père, en réussissant ses études brillantes. Bourreau de travail, elle consacre sa vie à sa réussite universitaire, sachant que son père n'attend que ça. Tout se passe comme si elle tenait à réparer une faute. Tu gâches la vie de ton père. S'il était moins inquiet à ton sujet, il pourrait me consacrer plus de temps à être plus heureux, lui avait reproché sa mère quand elle était adolescente. Ni son père ni sa mère n'avaient observé qu'elle était devenue anorexique, ce qui expliquait ses difficultés scolaires à l'époque. Aux yeux de sa mère, qui l'aimait pourtant beaucoup, Sophia passait pour une rêveuse qui ne valait pas grand-chose. Toujours dure avec moi, elle ne me soutenait pas. Il peut aussi s'agir de messages apparemment positifs. « Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu es jolie comme tout. De quoi te plains-tu » Tandis que d'autres peuvent conduire les jeunes filles à demeurer d'éternels enfants. « Il te faudra un homme solide. Tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe de toi et je ne serai pas toujours là. Tu devrais te marier avec un diplomate. Tu auras beaucoup d'argent et tu seras tranquille. » Les mères non maternantes. Un grand nombre de femmes déplorent l'incompétence ou ce qu'elles considèrent comme l'indifférence de leur mère à leur égard. Dans ces cas, les carences maternelles sont de plusieurs sortes. Une mère peut se révéler plus épouse que mère, ou plus femme que mère, vivant passionnément d'autres aspects de sa vie, ses amis, une activité, un métier, une passion, un amant. Il peut aussi s'agir d'une mère si peu disponible pour sa fille que cette dernière se demande si elle est vraiment importante à ses yeux, ou encore enfermée dans son silence et ses problèmes de femme, ou bien pas assez protectrice pour sa fille. Car malheureusement, il existe des mères non maternantes, des mères qui n'accompagnent pas leurs filles, ne les aident pas à devenir des femmes épanouies. Ma mère m'a toujours considérée comme un bébé et j'ai le sentiment qu'elle n'a jamais voulu couper le cordon. Elle m'a toujours fait beaucoup de câlins, mais ne savait faire que ça. Je me demande si ce n'était pas elle-même qu'elle câlinait. Aucun dialogue, aucune discussion. Je ne pouvais lui parler de rien. Elle m'a exaspérée durant toute mon adolescence. Agnès. Il peut aussi s'agir d'une mère trop dure, dominatrice, autoritaire, vampirisante. Fabienne. Les mères ennemies des hommes. Les femmes ennemies des hommes, les femmes misandres, brossent à leurs filles un tableau du masculin tellement effrayant que celles-ci ne risquent pas de s'approcher des hommes en toute confiance. Beaucoup deviendront machistes, amazones, guerrières ou séductrices. Ces mères se vantent bien souvent d'être des femmes fortes, comme leur mère et leur grand-mère qui savaient très bien mener les hommes. De mère en fille, elles se trouvent des maris qui doivent marcher droit. Cette généalogie a comme particularité d'avoir peu à peu voué une sorte de culte au féminin, inculquant aux filles du mépris pour les hommes quand ce n'est pas de la haine.
À leurs yeux, l'homme ne représente alors qu'un étalon et un pourvoyeur de biens. J'ai rencontré des femmes tellement misandres qu'elles obligeaient leurs maris et leurs fils à uriner assis. La mère d'Emma l'a très vite mise en garde contre les hommes qui sont tous incestueux potentiellement. De toute façon, disait-elle, ce sont les femmes qui vont vers les hommes et qui les choisissent. Nous savons que ce sont les mères qui font les pères, dans la mesure où ce sont elles qui donnent sa place aux pères de leurs enfants ou la refusent. Combien de mères se réservent ainsi leurs petites surtout, se les gardent en excluant le père. Beaucoup, si l'on en croit ce qu'affirment bon nombre de femmes. Ma mère m'a toujours humilié mon père devant moi. Ma mère a été jusqu'à me mettre en garde contre mon père qui pouvait, selon elle, avoir des gestes déplacés vis-à-vis de moi. Les hommes sont tous des lâches, me disait ma mère, etc. Ces femmes qui n'ont sans doute pas conscience du mal qu'elles font à leurs filles ont oublié qu'elles n'ont fait que répéter l'attitude de leur propre mère. Elles ont également oublié que leur mère n'avait pas non plus donné de place à leur père. Car l'histoire ne cesse de se répéter sans que quiconque, l'ignorant le plus souvent, ne puisse la contrôler. Les pères qui préfèrent se taire et s'enfermer dans le silence et ou dans l'alcool représentent pour leurs filles des hommes gentils, c'est-à-dire ceux qu'il faut fuir car ils ne sont pas virils. En agissant ainsi, ces mères interdisent inconsciemment à leurs filles d'être heureuses avec un homme. Les mères rivales. Vous le savez bien, il existe des mères qui considèrent leurs filles comme des rivales vis-à-vis de leur mari pendant leur enfance et leur jeunesse et plus tard des autres hommes. Sabine obéit à l'interdit inconscient de sa mère d'être une femme. Comme son père n'aimait que les femmes très féminines et coquettes, elle a obéi à sa mère en ne portant que des pulls immenses qui cachaient son corps. En secret, elle rêvait d'être un garçon pour avoir une sexualité active et autorisée. Une jeune femme me décrivait récemment comment sa mère faisait tout pour l'enlaidir, vêtements trop grands et mal entretenus, cheveux coupés trop courts. Certaines mères ne prennent pas soin physiquement de leurs filles, ignorant apparemment la honte qu'elles peuvent vivre. D'autres les critiquent sans arrêt sur leur poids, n'obtenant en général que des crises d'anorexie ou de boulimie, ou les deux le plus souvent. D'autres leur suggèrent, gentiment mais fermement, d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Pendant de longues et douloureuses années, les jeunes filles et les jeunes femmes ayant subi cette rivalité de la part d'une mère qui n'a songé qu'à les rabaisser ou à les humilier dans leur féminité se sentent impuissantes pour tenter de se révolter contre cette forme de défaillance maternelle. Devenues adultes, elles ont bien souvent des problèmes de poids et surtout un grand manque de confiance en elles, surtout dans leur féminité. Sophie a du mal à vivre une relation avec un homme. Dès qu'elle en présente un à sa mère, cette dernière le drague ouvertement, se tient constamment toute proche, procède même à des attouchements sur lui. Sophie ferme les yeux, quitte cet homme et reprend sa quête. Encore une fois, elles ont toujours peur, inconsciemment, de trahir leur mère en gagnant la bataille. Qui sera la plus belle ? Car ces mères ne peuvent pas admettre que leurs filles deviennent séduisantes, qu'elles puissent attirer les hommes. Les mères dépressives. On dit que c'est chez les enseignants que l'on rencontre le plus de dépression nerveuse. Je dirais plutôt que c'est chez les mères. Dépressives, elles ne s'aiment plus suffisamment pour être de bonnes mères. Leur capacité à aimer est enfouie sous trop de détresse. Ces dépressions peuvent revêtir des formes très différentes. La dépression peut être si forte que les mères qui en souffrent font de longs séjours à l'hôpital, tandis que d'autres subissent ce que l'on appelle une dépression masquée. Elles se terrent dans un silence et une forme d'indifférence, de façon si intense que dans la famille très proche, tout le monde devrait s'en douter. Dans tous les cas, la dépression est bien là, qui fait ses ravages. Ma mère, que mon père a toujours trompée, portait sa croix en silence. Mon frère et moi étions les seuls témoins. Pourtant, elle ne s'empêchait pas de me dire que mon père était un minable, un salaud qui ne sait pas dire non. Mathilde. Ma mère était très dépressive et elle prenait tellement de médicaments qu'elle était toujours à moitié dans le coma. Anne. J'ai toujours connu ma mère malade ou presque malade. Il fallait toujours se taire pour ne pas faire de bruit. Nous ne pouvions pas jouer. En plus, en tant que fille aînée, je l'ai remplacée auprès de mes deux frères. Je n'ai pas eu d'enfance. Elle me l'a volée. Claire. Ces dépressions maternelles verrouillent solidement la dépendance des filles, d'autant plus que bon nombre de mères déprimées ou malheureuses, victimes, se montrent très dures et très exigeantes avec leurs filles. Une jeune femme, à qui je demandais de me décrire quel type de lien la reliait à sa mère dépressive, m'a donné la description suivante. J'imagine que ma mère est assise en face de moi, à ses poignets, de grosses chaînes sont enroulées, qui vont s'accrocher à mes poignets, où elles sont aussi enroulées. Il n'y a aucun moyen de défaire tous ces nœuds. Ma mère n'a jamais supporté de s'être mariée avec un homme de niveau modeste. Elle subit sa vie, et je suis sa seule joie. Emmanuel. Nombreuses sont les mères qui, sans toujours l'exprimer ouvertement, attendent de leurs filles, en retour de leur amour total et eu égard à leur malheur d'exister,
qu'elles comblent le grand vide narcissique dont elles souffrent, sans doute depuis fort longtemps. Ces mères ne savent pas, ne peuvent pas montrer leur affection à leurs filles. Je pense à Elisabeth, dont la mère a vécu un divorce très traumatisant et qui ne s'en est jamais remise. De toute façon, mariée ou non, on se sent toujours seule, disait-elle à sa fille, qui a tout le mal du monde à s'échapper de la soumission de sa mère. Depuis ce divorce, quand elle n'avait que 6 ans, elle dit être traquée par cette femme qui l'empêche de se rapprocher de son père et qui, aujourd'hui, la harcèle littéralement dans sa vie d'adulte, l'amenant à cette conclusion. Si j'étais heureuse, je trahirais ma mère. Cette relation est totalement symbiotique au point qu'elle a la sensation d'être le prolongement de sa mère dont elle a repris certains comportements, comme le fait de se plaindre pour obtenir des marques d'attention. Apeurée à l'idée d'entrer dans une vie d'adulte responsable, elle reconnaît qu'elle est beaucoup trop dépendante de l'approbation de sa mère. Il faut être en conformité avec elle pour lui plaire. Pourtant, même si elle parle du voyeurisme de sa mère qui se mêle de sa vie intime, elle dit ne pas vouloir renoncer à cette dépendance. Nul doute que ces mères ont elles aussi dû jouer ce rôle auprès de leur propre mère. C'est ainsi que par le processus d'identification à la mère, processus nécessaire au cours du développement de la personnalité, bon nombre de femmes ont intégré cette tristesse maternelle. À l'instar de leur mère, elles vont utiliser cette dépression comme une arme de victime bien évidemment, mais aussi de bourreau, et s'en servir à leur tour. Ainsi vont les histoires de mère en fille. Les mères immatures. Point n'est besoin d'être une jeune mère pour être une mère immature. Certaines le restent jusqu'à la fin de leur vie. Une mère immature est une mère qui n'a pas vraiment pris conscience de la gravité de sa responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Cette immaturité peut se traduire de diverses façons et il faudra beaucoup de temps aux femmes qui ont subi une mère immature pour en prendre conscience. Car leur mère a souvent été une très bonne amie avec qui tout paraissait simple. Les mères trop meilleures amies ou trop bonnes copines ne peuvent pas rassurer leurs filles. Car il y a l'envers de la médaille, qui révèle une mère infantile, trop fantasque et versatile, une mère qui ne sait pas réagir devant les difficultés, qui ne sait pas répondre aux questions de sa fille, une mère qui attribue à sa fille le rôle de confidente et qui se déverse sur elle au moindre problème. Ma mère venait souvent me voir dans ma chambre pour me parler de ses relations avec mon père et se plaindre de lui. Je ne disais rien, mais j'étais très en colère d'entendre ce type de confidence. Sophie. Ma mère m'a toujours raconté sa vie extra-conjugale. Elle me décrivait ses amants, faisant des tableaux comparatifs et me demandant mon avis. C'était insupportable, mais je me taisais. Claude. Ou encore une mère qui demande à sa fille de la materner. J'ai toujours dit à ma fille qu'elle était une vraie bénédiction. Je l'ai eue pour qu'elle s'occupe de moi, et depuis toute petite, elle fait ça très bien. Or, une fille n'a pas à materner sa mère. Son couple se détériorant, lorsque je suis devenue plus grande, ma mère a cherché à faire de moi son amie et surtout sa confidente, jusqu'à me confier ses problèmes avec mon père et parfois me reprocher de ne rien faire pour l'aider. Ariel. Et que dire de ces mères restées adolescentes qui annoncent fièrement quelques heures après leur accouchement « Bon, maintenant il faut que je rentre dans mon jean ». Les mères immatures, parfois infantiles, sont pour la plupart autocentrées, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'impossibilité et l'incapacité de s'occuper convenablement de leur progéniture, car elles vivent dans le seul principe de leur propre plaisir. Elles ne remplissent pas leur rôle de mère auprès de leurs enfants, que pourtant sans doute elles aiment, mais à leur façon. Cette forme de carence maternelle ne permet pas à leurs filles d'intérioriser une idée positive du féminin et une bonne mère intérieure. Il faudra du temps et sans doute une psychothérapie pour y parvenir. Car ces mères immatures sont incapables de montrer à leurs filles ce que c'est qu'être une femme, ne l'étant pas elles-mêmes. L'identification est donc parasitée, puisque le modèle possède trop de failles. Il existe en effet des mères, les médias les dénoncent de plus en plus, qui ne savent pas, par exemple, protéger leurs filles contre l'inceste, du père, des frères, des hommes de la famille en général. Tous les samedis, oncle Georges venait me donner des cours de maths, ça se passait dans le bureau de mon père. Ma mère fermait ostensiblement la porte en me regardant droit dans les yeux. Elle savait très bien ce qui se passait et attendait la fin du cours en tricotant sur la terrasse. Julie. Ma mère se taisait quand mon père m'appelait, chaque dimanche matin pour que je vienne un moment avec eux dans le lit. Ils ne portaient pas de pyjama et ma mère ne disait rien. Quand je pleurais, elle ne savait que me bourrer de gâteaux et de chocolat. Catherine. Parmi les mères immatures, il existe aussi des mères que nous qualifierons de défaillantes. Elles ont peur des questions de leurs filles qui les embarrassent, les mettent mal à l'aise et auxquelles elles ne peuvent ou ne veulent évidemment pas donner de réponse. Ce sont généralement des mères qui ont elles-mêmes été maintenues dans un état d'enfance prolongée par leur propre mère et qui n'ont pas reçu la permission de grandir. Encore une fois, l'histoire se répète. Les mères abusives. Certaines mères considèrent qu'elles ont tous les droits sur leurs filles tout simplement parce qu'elles en sont les mères.
Leur corps, leurs sentiments, leurs pensées, leur vie privée leur appartiennent. Ma mère continue à vouloir régenter ma vie alors que j'ai 35 ans. Alors j'ai mis de la distance, dans un premier temps de façon involontaire, en trouvant un emploi à 300 km. Puis, volontairement, j'ai réduit la fréquence de mes visites et leur durée. L'étouffement est tel que parfois je filtre mes appels téléphoniques. Elle ne comprend pas, par exemple, lorsque j'ai des vacances, que je ne vienne plus les passer chez elle puisque je suis célibataire, ce que je faisais quand j'avais 23 ans et 25 ans et que je venais juste de quitter ma famille. Elle ne comprend pas que même célibataire, j'ai une vie, une maison à gérer, des amis. Elle ne comprend pas que je n'ai pas envie de tout lui confier. Ariel. Ce sont des mères terriblement intrusives qui pratiquent l'abus de pouvoir sur leurs filles sous prétexte qu'elles leur ont donné la vie. Cela peut se traduire par la lecture du courrier ou du journal intime, la fouille des tiroirs et parfois de la corbeille à papier ou de la poubelle de la salle de bain. Cette ingérence, cette volonté de pouvoir et de contrôle peuvent aller beaucoup plus loin. Je me souviens de cette femme qui, à 16 ans, avait reçu un petit mot d'un garçon de son école. Oh, rien de très indécent. Il lui donnait un rendez-vous pour vérifier un devoir de français. Furieuse, la mère a emmené sa fille chez sa gynécologue, l'obligeant à subir un examen approfondi. Elle a d'ailleurs tenu à y assister elle-même. Quand sa mère a découvert que Fabienne prenait la pilule, elle avait tout de même 24 ans, sa mère l'a frappée en hurlant. Elle est un bon exemple de ces mères possessives, autoritaires, agressives parfois et surtout pas affectueuses, capables même de chantage affectif vis-à-vis de leur fille pour obtenir ce qu'elles veulent. Si tu avais un tant soit peu d'amour pour moi, tu ne te comporterais pas de cette façon. Certaines mères abusives insistent longuement auprès de leurs filles pour en recevoir les confidences, pour conserver une maîtrise sur leur vie, même les confidences les plus intimes et les plus précises. Et ce n'est ni par amour, ni pour montrer qu'elles s'intéressent à elles et qu'elles sont là pour les guider et les aider. C'est uniquement pour garder le contrôle sur elles. Sans oublier les mères marieuses qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, la vie amoureuse de leur fille et le choix de son futur mari. Si ces mères duègnes se font de plus en plus rares, les jeunes femmes savent maintenant davantage leur résister, quitte à mentir effrontément, il en existe encore qui se permettent de donner leur avis sans qu'on leur demande. Ce garçon n'est pas pour toi, mais Eric est vraiment très bien, tu sais. L'ambivalence des sentiments. C'est ainsi que les filles et les femmes se retrouvent avec un grand nombre d'obligations psycho-affectives vis-à-vis de leur mère, contraintes qui viennent alourdir leurs ailes et parfois les empêcher de prendre leur envol en tant que femmes. Cet empêchement à devenir autonome, cette mainmise de leur mère sur leur vie installe et maintiennent une ambivalence des sentiments. Les femmes éprouvent tout à la fois un amour infini pour leur mère, comme est infinie la nostalgie de la relation parfaite des premières années, et une haine qui les effraie et les culpabilise. Tout comme leur mère a aimé et haï sa propre mère. Car une mère est parfois inconsciemment perçue en secret comme aimante et dangereuse à la fois. C'est ce jardin secret qui abrite haine et violence envers la mère. Haine et violence qui ne seront découvertes et exprimées que dans le cabinet du thérapeute. Mais haine et violence qui vont empêtrer les femmes dans leur vie en général, amoureuses en particulier. Car comment dénouer de tels liens ? Comment se sentir libre d'aimer ailleurs quand la mère réclame tout l'amour de sa fille au nom du sien ? Le chantage n'est pas rare. Tu n'as pas de chance de m'avoir pour mère, n'aie pas peur, je ne suis pas là pour très longtemps. Ou, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne penses qu'à partir. Depuis que ton père est parti, je n'ai plus que toi. Et parfois les menaces. Si tu pars avec cette bonne, tu ne me verras jamais. Tu seras malheureuse, c'est moi qui te le dis. Au moins, choisis un homme avec qui je puisse m'entendre, sinon nous ne pourrons plus nous voir. Je suis la famille de ma mère, se plaint Sylvie. Confidente, nounou, elle joue tous les rôles. La séparation impossible. Si j'éprouve du plaisir avec un homme, je vais me différencier de ma mère et ce sera la séparation à tout jamais. Julie. Se séparer de sa mère signifie pour les filles non pas se fâcher, comme elles le croient trop souvent, mais devenir autonomes. Pourtant, cette séparation, si difficile, est considérée par beaucoup de jeunes femmes comme une véritable rupture, au même titre qu'une rupture amoureuse. Trop porteuse de culpabilité, elle paraît interdite tant le poids maternel la rend impossible. Comment quitter cette mère avec qui fut vécue la première relation d'amour ? Comment quitter cette mère qui est la même et donc si proche, qui, parce qu'elle partage un même destin anatomique, connaît si bien sa fille ? Femme comme elle. Ce qui les relie peut donc aller jusqu'à la haine, haine de ne pouvoir devenir autonome, haine qui, une fois parvenue à la conscience pourra seule permettre la véritable séparation, sans se fâcher, car ce ne sera plus nécessaire. Cette si pénible et difficile séparation conforte les femmes dans l'idée qu'elles n'ont pas l'autorisation de s'octroyer un territoire qui leur soit propre, une façon de vivre qui leur appartienne.
Un des premiers devoirs des filles envers leur mère consiste avant tout et surtout à ne pas être plus heureuses qu'elles dans leur vie affective. Ce serait une véritable trahison. Mathilde affirme qu'elle n'a pas eu la permission de réussir mieux que sa mère affectivement, car, dit-elle, je ne peux pas la trahir. Elle se sent bloquée par une contradiction dont elle a du mal à se sortir. Si je réussis à vivre ce que je veux, je deviendrai une femme libre, mais ma mère pensera que je l'ai trahie et que je l'abandonne. Si elles se séparent de leur mère, la souffrance est au rendez-vous, une souffrance parfois intolérable. Comment réussir à couper le cordon sans culpabiliser ni avoir peur de lui faire du mal, sans me sentir moi-même comme un bateau à la dérive? Amélie. Je pense aussi à Marie-Pierre qui décrit sa mère comme une mante religieuse et qui, bien consciente de son histoire particulièrement douloureuse, ne vit que pour la sauver tout en voulant s'en détacher. Tant que ma mère ne sera pas heureuse, je ne pourrai pas l'être. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle vit sous l'emprise totale de cette femme, elle ne peut pas s'en séparer. Tout se passe comme si un pacte de fidélité avait été signé entre les filles et les mères, les aliénant l'une à l'autre, pacte trop souvent inconscient. Aimer ailleurs signifierait affirmer sa différence, et nous avons vu que la simple idée de différence impliquait celle de la séparation, de la rupture, de la fin de cette union sacrée, installée depuis le début de la vie. Bien que de nombreuses femmes aient très peur d'être ou de faire comme leur mère, cette différence refusée est bien à un autre niveau, un véritable empêchement de l'autonomisation. La dépendance organisée. Plus le père est absent de la vie de sa fille, moins il joue son rôle, laissant ainsi toute la place à la mère, une place qui la valorise par défaut. Plus le couple mère-fille constitue à lui seul une entité refermée sur elle-même, et plus la dépendance est forte. S'instaure ainsi une vision très manichéenne de la situation. Maman partout est parfaite, papa absent est fautif. Quand en plus la mère s'est depuis toujours approprié son bébé-fille, la dépendance prend des proportions de plus en plus grandes jusqu'à devenir étouffante. S'installent alors des sentiments très ambigus, parmi lesquels la colère. Si elle est écoutée, elle pourra devenir un argument de poids pour en arriver à la séparation, tout autant espérée qu'impossible. Élisabeth, dont nous avons parlé plus haut, explique que sa mère a instauré un rapport très fort entre elles, un rapport de dépendance. D'autant plus qu'elle a failli mourir en la mettant au monde, provoquant chez sa fille une culpabilité latente et chronique, dont Élisabeth a beaucoup de mal à se défaire. Elle entretient vis-à-vis d'elle un comportement que l'on qualifie de passif-agressif, ce qui signifie que sa colère, qu'elle réprime le plus souvent, attitude passive, explose parfois quand la goutte d'eau fait déborder le vase, attitude agressive. Élisabeth ajoute « J'ai peur de transmettre indirectement à mes enfants le même type de relation et aussi d'être plus une mère qu'une amante. » Contrairement à ce que nombre de femmes croient, ce n'est pas en devenant mère à leur tour qu'elles pourront se libérer de cette dépendance, leur propre mère pouvant parfaitement prendre le rôle de mère de cet enfant, et non pas de grand-mère. Anastasia est devenue mère très tôt, à 20 ans. Elle accouche d'une petite Adélaïde que sa mère a immédiatement prise sous sa protection. Elle se l'est appropriée comme si elle était sa propre fille, soutenue en cela par son mari, le grand-père d'Adélaïde, qui, venu les voir à la clinique, a souri en disant « On ne sait pas qui des deux est le bébé ». Anastasia s'est retrouvée totalement démunie devant l'attitude de ses parents. Quand elle est rentrée chez elle, sa mère avait acheté un autre berceau et fait disparaître celui qu'elle avait préparé. Elle s'est sentie complètement régressée et a dû faire des efforts énormes et constants pendant des années pour se réapproprier sa fille. Très peu de femmes osent aborder le sujet de la dépendance à leur mère. Je sens un lien très fort dont je ne mesure pas toutes les conséquences et j'ignore tout ce qu'il implique. Annick. J'explique mes erreurs dans mes choix amoureux par le fait que je reproduis ce que ma mère a vécu, dans le sens où je me dis que moi non plus, je n'ai pas le droit au bonheur. Louise. À mon premier flirt, j'ai eu envie de vomir. J'avais le sentiment de ne plus être la petite fille de ma mère. J'étais très mal. Barbara. Je suis toujours dans l'ombre de ma mère. Florence. J'ai peur de déplaire à ma mère en restant seule et en rencontrant un homme qui me convient. Je ne sais pas quoi faire. Cécile. Comment pourrait-elle se plaindre d'avoir une mère qui les aime, qui est si proche d'elle? Cela friserait l'indécence, surtout lorsqu'il s'agit d'une trop bonne mère, comme le dit Clarissa Pinkola Estes, celle qui surprotège. Pourtant, si elle refuse de quitter la scène au moment où sa fille grandit et décide de sortir de ses trop doux filets, elle risque bien de se voir repoussée comme une mauvaise mère. Trop mère, mère qui a oublié de vivre en tant que femme, cette mère trop enveloppante qui ne peut accepter que sa fille en devienne une. Celle-ci se trouve ainsi contrainte, si elle ne réagit pas, à rester la fille de sa mère. Ou si elle parvient à construire une relation avec un homme, ce dernier risque bien un jour ou l'autre
d'avoir à subir une retombée de pluie acide, car un jour ou l'autre, la violence se réveille, explosant tel un volcan et blessant les partenaires qui ne comprennent pas cette intensité. Voilà très rapidement esquissé un tableau de relations mère-fille qui font partie des nombreuses raisons empêchant beaucoup de femmes de vivre pleinement leur féminité et une vie affective épanouie. Nous avons entrevu la dimension souterraine de ces relations, dimension souvent ignorée et qui entrave les femmes dont le premier souci semble être d'éviter à n'importe quel prix, même au prix parfois de leur équilibre psychologique et affectif, de faire souffrir leur mère, de lui infliger une blessure qu'elle ne mérite pas. Son amour serait ainsi bien mal payé. Se questionner sur ces relations peut de façon générale aider les femmes à prendre conscience de leur situation, ce qui sera important pour leur devenir.